pas prévenu Maryse, mais on va demander à chaque personne d'ouvrir son portefeuille, de nous montrer combien elle a sur elle. J'aimerais avoir des extraits de compte en banque, savoir un peu quels sont les biens de chacun, afin de pouvoir parler d'argent, que d'argent. Ça fait rire personne. Sur la scène du Centre culturel d'expression française à Cure-Pipe, Jacques Masson, comédien, réalisateur, conteur. Il profitait d'un voyage à Maurice dans le cadre d'une exposition sur son père, Hervé Masson, pour jouer pour la première fois dans son pays natal. Son spectacle, Tout compte fait, aura été joué 2 fois. Ça fait rire personne, ça fait rire que moi. Très souvent, je raconte des blagues qui ne font rire que moi. Je suis particulièrement touchée, en tant que présidente du Centre culturel d'expression française, qu'il ait choisi de venir offrir son spectacle ici. Et avant-hier, il a joué dans le petit théâtre de Gaston Valeyden à Caen-le-Vieux. Donc nous sommes les 2 établissements à accueillir Jacques Masson. Et son spectacle, Tout compte fait, comme vous avez dû voir dans le programme, Tout compte fait, va être question d'argent. On va commencer par une fable de La Fontaine qui s'appelle L'avare qui a perdu son trésor. Jacques Masson, vous jouez pour la 2e fois cette semaine. C'est avec beaucoup de plaisir que vous retrouvez les planches à Maurice. C'était important de pouvoir jouer un spectacle à Maurice? Oui, parce que moi je suis né à Maurice et je n'avais jamais joué à Maurice. Donc c'est un plaisir de venir jouer à l'endroit où on est né. C'était un désir et il s'est réalisé. Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier! Justice! Justicieux! Je suis perdu. Assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'avait robé mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Que ferais-je? Vous êtes comédien, réalisateur, vous êtes conteur. C'est venu comment ce métier, ces métiers? Comment avez-vous eu envie de faire de la scène ou de jouer tout simplement? J'ai toujours eu envie de faire de la scène. En fait, il y avait un article qui avait été écrit sur mon père par Marcel Cabon. Et Marcel Cabon dit dans l'article qu'il interviewait mon père, peintre, et il dit j'ai vu en même temps que Hervé Masson, le peintre, son fils, un petit garçon de 8 ans, qui m'a dit je dis bonjour aux arbres, je suis poète, j'aime les loups et je veux devenir acteur. J'avais 8 ans. J'avais complètement oublié ça. J'ai retrouvé cet article et j'ai réalisé que tout ça, je l'ai fait. Donc c'est le destin qui me mène. Enfin, on en est tous là, hein, c'est le destin. Yes. Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! C'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis. Vous avez joué un spectacle où on parle d'argent. Vous avez repris des textes d'une certaine époque. Pourquoi ces textes-là? Pourquoi ce thème-là? Et est-ce une époque qui vous intrigue, qui vous fascine? Je suis assez 19e sur les bords. J'aime beaucoup les textes du 19e siècle. Je joue Balzac, je joue Maupassant et d'autres encore, d'autres auteurs de cette période. Et donc j'ai choisi pour ce spectacle Tout compte fait 2 textes de Maupassant, La dot, qui est l'histoire d'une femme qui se fait voler sa dot le jour de son voyage de noces, et puis La parure est une femme qui a perdu une breloque et qui passe sa vie à rembourser cette breloque, alors que, en fait, parce qu'elle croyait que c'était une vraie, que c'était une vraie rivière de diamants.
Alors voilà, c'est sur l'argent. Il y a une fable de La Fontaine aussi, l'avare qui a perdu son trésor. La fable de La Fontaine commence par « l'usage seulement fait la possession ». Et au fond, on est assis sur une chaise, elle n'est pas à nous, mais on en a l'usage. Si on était propriétaire de cette chaise, que de soucis. Où est ma chaise? Quelqu'un a volé ma chaise. Où vais-je m'asseoir? Je n'ai pas ma chaise, etc. Donc l'usage, souvent, est mieux que la possession. La vue de la petite Bretonne faisant son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres. Si on fait une sorte de flashback sur votre cheminement, vous jouez, à ce que j'ai vu beaucoup dans les écoles, c'est quelque chose, c'est important de toucher comme ça les scolaires, de leur donner non seulement un aperçu vivant des textes peut-être un peu lourds, on va dire, mais c'est aussi un public vierge de tout et qui redécouvre ce que vous appelez la magie des mots. Alors, en fait, l'idée, c'est de les faire vibrer avec la littérature. Donc, au départ, ils sont parfois hostiles. Je parle globalement, et bien sûr qu'il y a des élèves qui adorent la littérature, qui aiment la poésie, etc. Mais beaucoup se disent que c'est une contrainte pour eux d'apprendre des textes ou de lire des textes. Et alors je les pousse à aimer ces textes en leur disant d'une manière émotionnelle, forte, ça les fait rêver. C'est un peu ça l'idée, c'est le rêve, la culture, tout ça ensemble. Oui, c'est-à-dire que quand on joue, vous le savez, vous, on sait qu'on joue. Par moments, il y a des espèces d'étincelles qui fait que tout d'un coup, on rentre dedans et on est toujours conscient parce que on va tomber par terre, on sait s'il y a un problème, on va tout de suite réagir. Mais en même temps, on est porté, c'est ça qui est agréable. Les moments tout d'un coup, on déconnecte quoi. Mais enfin, il y a quand même toujours une conscience qu'on joue. C'est important pour faire ce qu'il faut. Oui, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette fable, les deux Maupassant et Artaban? Ce qui est bien dans ce genre de spectacle, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour donner vie à ces textes. Et on sent par moments aussi que vous êtes transporté, que vous n'êtes pas ailleurs, mais vous vivez vraiment les histoires que vous racontez. Oui, ça c'est la magie du comédien. C'est-à-dire qu'un comédien, il joue. Quand on joue, on s'applique, on joue le mieux que l'on peut, et puis on est emporté par les mots, par ce qu'on fait, et il y a des moments, une espèce de flash qui se passe où on est complètement dedans, quoi, et c'est merveilleux. Ça ne dure pas forcément tout le long d'un spectacle, ça peut durer un certain temps. Et ce qui est curieux, c'est que le public ne s'en aperçoit pas vraiment. C'est-à-dire que parfois, moi j'ai joué 2 représentations de suite, j'ai eu l'impression d'avoir été meilleur dans une, et le public me dit que non, c'était l'autre qu'il préférait. Et donc on ne sait pas comment le public nous reçoit. Mais effectivement, on fait tout pour être dans les personnages. Je propose de vous dire une autre nouvelle qui s'appelle La Dot. Et mademoiselle Jeanne Cordier avait 300 000 francs liquides en billets de banque et en titres au porteur. Maître Lebrumont était un beau garçon qui avait du chic, un chic province, un chic notaire, mais enfin du chic, ce qui était rare à Boutigny-le-Rebourg. Mademoiselle Cordier avait de la grâce et de la fraîcheur, de la grâce un peu gauche et de la fraîcheur un peu fagotée, mais c'était en somme une belle fille, désirable et fécale. La cérémonie d'épousailles mit tout Boutigny sans dessus-dessous. On admira fort les mariés qui rentrèrent cacher leur bonheur au domicile conjugal, ayant résolu de faire seulement un petit voyage à Paris après quelques jours de tête-à-tête. Il fut charmant ce tête-à-tête. Maître Lebrumont ayant ensuite apporté dans ses premiers rapports avec sa femme une adresse, une délicatesse
et un à-propos remarquable. Il avait pris pour devise « Tout vient à point à qui sait attendre ». Il sut être en même temps patient et énergique. Le succès fut rapide et complet. Au bout de 4 jours, Madame Le Brumont adorait son mari. Elle ne pouvait plus se passer de lui. Il fallait qu'elle lût tout le jour près d'elle pour le caresser, l'embrasser, lui tripoter les mains, le nez, la barbe, etc. Elle s'asseyait sur ses genoux et, le prenant par les oreilles, elle lui disait « Ouvre la bouche et ferme les yeux ». Il ouvrait la bouche avec confiance, fermait les yeux à moitié et il recevait un bon baiser bien long, bien tendre, qui lui faisait passer de grands frissons. Pour finir, Jacques Masson, nous enregistrons cet entretien le lendemain du vernissage d'une exposition consacrée à une partie de l'œuvre de votre père. C'est un centenaire très, très réussi. Comment vous avez vécu ces événements liés à ce que votre père a laissé comme héritage artistique? Alors, l'expo qui vient d'avoir lieu est une expo de ses peintures des années 60, alors qu'il était en contrat chez Bernheim, jeune. Et moi, je vivais chez mes parents à ce moment-là, donc beaucoup de tableaux exposés, je l'ai vu les peindre. Et j'avais un peu de complicité avec lui, parce que parfois, il me faisait des commentaires tout en peignant. Il disait, tu vois, je vais faire ça comme ça, puis là, je commence comme ça, mais après, ça va être tout à fait différent. Donc pour moi, j'ai une complicité avec ces tableaux. Donc c'est agréable parce que c'est un retour vers la jeunesse, vers ma jeunesse, quoi. Quand il a peint ça, j'étais pas plus ado, mais j'étais encore jeune et c'est émouvant.